La journée internationale de la femme célébrée au Bénin par le président Alassane Ouattara, le président ivoirien qui est en visite d'État au Bénin a rendu hommage aux femmes béninoises qui ont pris d'assaut le palais des congrès de Cotonou. Une femme chauffeur de taxi-compteur dans le district d'Abidjan. Elle est la seule femme à exercer ce métier, un métier réservé aux hommes. Cette femme chauffeur de taxi n'est pas toujours acceptée par les autres chauffeurs et les clients. Vous la rencontrerez dans ce journal. Uhuru Kenyatta déclaré officiellement président élu du Kenya par la commission électorale indépendante après avoir recueilli 50,7% des votants au premier tour de la présidentielle. Le camp de Raila Odinga conteste les résultats. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Il s'ouvre au Bénin où se trouve actuellement le président de la République pour une visite d'État. Le chef de l'État s'est rendu hier à Porto Novo pour visiter le centre Sangaï. C'est un centre de formation, de production, de recherche, de développement en agriculture durable. Il vise à élever le niveau de vie des populations en Afrique pour un développement social en utilisant les ressources locales, les méthodes traditionnelles, modernes et en les rationalisant. Le président ivoirien a pu apprécier tout ce qui se passe dans ce centre. Et c'est hier, 8 mars, que la visite du président ivoirien a débuté au Bénin. Et le 8 mars, vous le savez, c'est la journée internationale de la femme. Les présidents ivoiriens et béninois ont assisté au palais des congrès de Cotonou à la célébration de cette journée. Ils ont rendu hommage aux femmes béninoises. Le compte-rendu de Viviane Naïm. Ambiance festive au palais des congrès de Cotonou dans la matinée de ce vendredi 8 mars où une multitude de femmes avait pris d'assaut le palais des congrès pour la célébration de la journée internationale de la femme. La cérémonie cette année dans la capitale administrative du Bénin avait un côté prestigieux avec la présence du chef de l'État ivoirien et son épouse aux côtés du président béninois et son épouse. Les femmes béninoises touchées par ce grand honneur ont reçu dans une grande liesse populaire leurs illustres sœurs, mesdames Chantal de Souza Yahi, première dame du Bénin, et Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, qui ont fait les premières leur entrée dans le grand amphithéâtre. Et à leur suite, les présidents Yahi Boni et Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien. Debout en chœur, la salle a longuement ovationné le président ivoirien, célébrant à travers des chants l'amitié entre les deux chefs d'État. Le président Thomas Boni Yahi a saisi l'occasion pour adresser devant toute l'Assemblée ses félicitations au président Alassane Ouattara pour sa reconduction à la tête de la CEDEAO par ses pairs. C'est le lieu de renouveler de vive voix à mon cher aîné les félicitations de la nation béninoise pour la confiance renouvelée en lui tout récemment par mes chers collègues et moi-même en le reconduisant à la tête de notre organisation sous-régionale, la CEDEAO, aujourd'hui à la croisée des chemins. Dans un contexte marqué par des défis majeurs en matière de sécurité, de paix et de stabilité. Votre choix, Monsieur le Président, témoigne si besoin en était encore de la reconnaissance de vos hautes qualités d'homme d'État, ainsi que votre leadership pour assumer cette lourde et exaltante mission au sein de notre sous-région. Encore une fois, toutes nos félicitations. Le président béninois a remercié le couple présidentiel ivoirien d'avoir rehaussé de sa présence cette cérémonie dédiée aux femmes de son pays, sans omettre les femmes ivoiriennes qu'il a remerciées d'avoir laissé leur président et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, venir fêter la journée internationale de la femme avec leur sœur du Bénin. En votre nom, vous tous, je crois, j'apprécie cette joie qui nous anime, mes chers compatriotes, pour ce privilège que mon cher aîné, le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire,
Alors, c'est un privilège doublé de celui de ma chère belle-sœur Dominique, la première dame de Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Je crois que c'est une belle occasion pour nous de dire merci à nos sœurs, nos chères mamans de Côte d'Ivoire aussi, qui certainement manquent. Parce que c'est un moment où le président, ou un moment où il devait absolument, où il devait fêter avec nos soeurs et nos chers mamans de Côte d'Ivoire. Je crois, en votre nom, je voudrais leur exprimer toute notre reconnaissance, puisqu'elles ont accepté que notre président, notre cher président, vienne rehausser de sa présence avec la première dame cette cérémonie, cette fête qui aujourd'hui exprime la joie à notre niveau. S'exprimant sur la situation sociale des femmes, tant dans son pays, le Bénin, que de manière générale en Afrique, le chef de l'État béninois a lancé une initiative en direction des premières dames de toute la sous-région ouest africaine. Il les a invités à participer avec leurs sœurs moins favorisées à une grande concertation sur la problématique de l'autonomisation des femmes qu'il promet organiser le plus tôt possible à Cotonou en présence du secrétaire général de l'ONU. Célébration festive, des artistes ont fait danser la salle. Le couple présidentiel ivoirien a offert 10 millions à toutes les associations de femmes qui ont effectué le déplacement. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse Dominique Ouattara ont été chaleureusement remerciés par toutes ces femmes. Et toujours au Bénin, les présidents ivoiriens et béninois et leurs épouses ont rencontré hier à Porto Novo les femmes ayant bénéficié de microcrédits, l'un des outils les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté. La première dame de Côte d'Ivoire s'est dite heureuse d'échanger avec ses sœurs du Bénin. Elle a apprécié à sa juste valeur cette rencontre qui est pour elle une occasion d'échange d'expériences. Dominique Ouattara a rendu un hommage appuyé aux femmes du Bénin et aux femmes, bien sûr, de la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a été honoré à l'université d'Abomey-Calvi. Il a été élevé au grade de docteur honoris causa de cette prestigieuse université. Je vous propose d'écouter le chef de l'État qui s'est dit heureux, mais qui met l'accent sur la culture démocratique dans les universités des deux pays. Conformément à la vision des pères fondateurs de nos États, il nous incombe aujourd'hui plus que jamais de faire en sorte que l'enseignement supérieur soit au cœur de l'intelligence de la nation, le centre de l'activité intellectuelle, d'où émerge la vie scientifique, sociale, culturelle et politique de nos jeunes États. Les universités dans nos États font partie de ces forces positives de rassemblement et de cohésion, sans lesquelles un véritable développement économique n'est pas possible. C'est pourquoi nos universités doivent être ou doivent redevenir de véritables temples du savoir, dotés de moyens appropriés pour leur permettre d'acquérir l'excellence nécessaire pour rivaliser avec les meilleures universités. Et vous l'avez bien compris, monsieur le recteur, c'est pour cela, malgré les débuts difficiles de notre installation dans les pouvoirs d'État après des élections démocratiques, nous avons consacré une bonne partie de nos ressources à la réhabilitation de notre structure universitaire. Et je peux vous dire que cela va continuer, puisque nous avons
Nous avons l'ambition de créer 3 nouvelles universités avant la fin de mon mandat en 2015. Et c'est aujourd'hui que prend fin la visite du président ivoirien au Bénin. Sa visite d'État dans ce pays, la première du genre depuis son arrivée au pouvoir, aura duré 2 jours. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan visite aujourd'hui plusieurs entreprises de la zone industrielle de Yopougon. Il visitera l'usine Kagil et le groupe Aerofan. Il s'agit pour le chef du gouvernement de s'imprégner des difficultés de ces entreprises. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire était hier à la primature pour rencontrer le chef du gouvernement. Il a été question au cours des échanges du plan stratégique de développement intitulé Côte d'Ivoire 2040. Et Daniel Kablan-Duncan a ensuite rencontré les acteurs du processus d'amélioration de la Côte d'Ivoire au classement Doing Business et ceux du Millennium Challenge Corporation. Le chef du gouvernement n'a pas bien sûr oublié la Journée internationale de la femme. Il a célébré ses collaboratrices. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Une Côte d'Ivoire de l'excellence, c'est la vision de la Confédération générale des entreprises. Elle a mis sur pied un plan stratégique de développement en vue de contribuer à la relance économique du pays. Son premier responsable, Gaumond Diagou, est allé l'expliquer au chef du gouvernement. C'est une contribution. Ce n'est pas le secteur privé qui fait le plan de développement d'un pays, mais c'est une contribution du secteur privé pour la vision de la Côte d'Ivoire. Transformer l'économie ivoirienne et devenir les meilleurs. À leur suite, le groupe de travail mis en place pour améliorer le classement de la Côte d'Ivoire au rapport Doing Business a une rencontre avec le Premier ministre. Il s'est agi de faire l'état des lieux de l'avancée des dispositifs arrêtés. Après eux, une réunion, celle du Millennium Challenge Corporation avec le Premier ministre. Tous les 15 jours, l'équipe de MCC travaille avec le Premier ministre, qui est président de la Commission nationale pour l'éligibilité, pour faire le point de l'état d'avancement du sujet. Je crois que nous sommes satisfaits. Les choses avancent dans de très bonnes conditions. Le gouvernement a une maîtrise de cette problématique et nous allons continuer dans ce travail. Au terme de la matinée, le Premier ministre n'a pas dérogé à la règle du 8 mars. Il a célébré ses collaboratrices. Elles ont reçu de ses mains des fleurs. C'est un honneur. Il nous a démontré que nous sommes bien ses collaboratrices et que la femme a une place importante en Côte d'Ivoire et dans le développement de ce beau pays. À toutes les fonctions que vous avez apportées de l'humanité dans les maisons, je voulais vraiment vous en remercier. Je sais qu'on fait travailler de manière très intense, mais je suis heureux que vous donniez du cœur à l'ouvrage. Parlant de réconciliation, les femmes ont plaidé pour leurs sœurs déplacées depuis la crise dans le pays. Daniel Kablan-Duncan a assuré que le sujet serait traité au plus vite. Des missions sont par ailleurs annoncées pour le retour prochain de ces dernières. Et les femmes ont été célébrées hier dans le monde entier. Au centre de cette célébration, la lutte contre les violences faites aux femmes. À l'occasion de cette journée, la rédaction de RTI 1 vous propose une série de sujets sur les femmes. Aujourd'hui, nous vous invitons à faire la connaissance de Zénab, la seule femme chauffeur de taxi-compteur dans le district d'Abidjan. Mamadou Kwasi l'a rencontrée pour vous. Une femme chauffeur de taxi-compteur dans la ville d'Abidjan, un cas rare. Cela fait 2 ans que Zénab Lengali exerce ce métier et affirme qu'elle a toujours voulu pratiquer cette profession. C'est un métier qui me plaît. Quand j'étais petite, je disais qu'un jour j'allais être chauffeur de taxi. Quand j'ai eu mon permis, je suis allée dans une gare de Wawa à Port-Boué. J'ai fait mon apprentissage 7 mois. Et puis je suis sortie de là pour venir rouler le taxi-compteur. Mais dans la pratique, Zénab est souvent confrontée à des difficultés de ce métier que beaucoup considèrent comme réservé aux hommes. Il y a beaucoup de personnes qui refusent de monter dans mon taxi. Parce qu'ils se disent que c'est du banditisme. Eux me disent ça. Que non, il faut partir. Nous, on n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Donc je discute avec eux quoi. Il y a d'autres là, j'arrive à les convaincre par moment, il y a d'autres là. Ils me laissent partir. Dès qu'ils m'en veulent, quand ils regardent dans mon rétroviseur, ils arrêtent nos taxis, ils s'en vont. Dans la profession, ses collègues ne lui font pas de cadeaux. Non, les hommes là, ils me voient bizarre, ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas courtois. J'ai jamais eu de panne et puis un taximètre est venu m'aider. Ils me disent, me jette ça au visage, c'est le métier que tu as choisi, donc il faut faire. Tu n'as pas dit que tu peux, donc il faut faire. Ce 8 mars, Zénab n'a pas changé ses habitudes, femme ou pas. Elle est restée au volant de son taxi, à la recherche d'éventuels clients, afin d'assurer ses besoins familiaux. Zénab n'est pas seule, elle bénéficie d'un soutien de poids. Je l'ai connu étant déjà chauffeur de taxi, mais elle n'était pas encore aguerrie. Je l'ai appris beaucoup de choses dans ce domaine. Et quand elle est sur le terrain, en tout cas, je ne fais que l'appeler, puisqu'on est complices, je l'appelle.
Je l'appelle, est-ce que ça va, tu es à quel niveau, comment est-ce que ça va, voilà. C'est comme ça on s'entraide, elle et moi. On roule même la même voiture. Mais je fais plus de semaines qu'elle, puisqu'elle est femme. Elle doit aussi s'occuper de moi, de la petite famille, tout et tout. Après ses activités de conductrice de taxi-compteur qu'elle mène essentiellement dans la journée, Zénab reste une femme au foyer. Aussitôt rentrée, elle est au petit soin de son mari et de ses 2 enfants. Et la journée internationale de la femme a été marquée à Katiola par des activités culturelles et sportives. Sissé Ibrahim et Charles Tatou nous en disent plus. Les femmes de Katiola n'ont pas voulu rester en marge de la célébration de la journée internationale de la femme. Venues massivement à la place de la paix de la ville, un défilé des femmes et des jeunes filles des lycées et collèges a ouvert les cérémonies. Le directeur régional du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Sékou Traoré, a mis l'accent sur la scolarisation de la jeune fille et la lutte contre les violences faites aux femmes. Il a demandé aux parents d'arrêter certaines pratiques exercées sur les filles, telles que l'excision, rappelant que cette pratique est punie par la loi. La représentante de la marraine de la cérémonie, Touré Massangé, a quant à elle insisté sur la cohésion et l'attente au sein des différentes associations de femmes. Elle a loué leur courage pour leurs actions menées en faveur du développement du handball. La marraine a par ailleurs fait don d'1 million de francs CFA pour la construction de la maison de la poterie de Katiola. Elle a mis à profit la célébration pour installer la présidente de l'association des femmes du handball. Le préfet de région du handball lui a rendu hommage à la femme. Pour lui, la femme est la mère du monde. Elle a donc droit à la vie, à l'éducation et à la santé. La cérémonie a été marquée par des tchèches sur des mutilations génitales et un grand bal populaire. Rappelons qu'un match de football a précédé la célébration officielle à Katiola, rencontre sportive qui a permis aux femmes des différentes couches sociales de raffermir leurs liens fraternels. Les femmes malades mentales de l'hôpital psychiatrique de Bingerville n'ont pas été oubliées. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, leur a rendu visite, les bras chargés de cadeaux. Francis Boifo nous en dit plus. C'est mon histoire, c'est la mon chant. Des malades mentales chantant avec le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, à l'hôpital psychiatrique de Bingerville ce vendredi 8 mars. Cela faisait plus de 43 ans que le centre hospitalier n'avait pas reçu de visite d'autorité gouvernementale à l'occasion de la journée internationale de la femme. Nous sommes venus avec plein de petits cadeaux, d'épargne et tout, pour les visiter, leur dire que nous pensons à elles. C'est vrai, c'est l'année de la santé, le président de la République l'a dit, et les malades mentales ne doivent pas être oubliés. Construit en 1958, l'hôpital psychiatrique de Bingerville est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. Les pavillons présentent des problèmes d'étanchéité, d'électricité, de plomberie. Il est pratiquement impossible même de travailler dans ces conditions. Et donc impossible d'hospitaliser dans ces genres de conditions. Nous n'avons pas de laboratoire, il n'y a pas de service de radiologie. Alors que pour faire les diagnostics aujourd'hui les plus précis, il faut disposer de ces services. Nous sommes venus leur apporter de l'espoir et leur dire que l'hôpital psychiatrique de Bingerville, qui existe depuis 1958, a le droit également à une rénovation, à une restructuration et à une prise en compte. L'établissement sanitaire reçoit en moyenne 100 personnes malades mentales par jour, selon son premier responsable, Badi Kwangwa. Les personnes mentales sont des patientes atteintes d'affections qui perturbent la pensée, les sentiments ou les comportements. Et au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la ville d'Oumé, les populations font face à un manque criard d'eau potable. Les femmes sont obligées d'utiliser l'eau de pluie pour faire le ménage. Elles invitent l'État de Côte d'Ivoire à se pencher sur ce problème dans ce reportage de Doua des Lasers. Dans la ville d'Oumé, pénurie ou manque d'eau potable, les populations du quartier Gota-Baoulé sont privées depuis 10 ans du liquide précieux. On rentre dans 2 mois, l'eau ne vient pas. Maintenant, on a payé partie le mois passé. Maintenant, on attend l'autre partie, encore on paye et puis l'eau ne vient pas. En tout cas, on souffre. On paye un bidon à 200, 150, les enfants la plus venir. La facture arrive, on paye, mais on n'a pas d'eau. Donc, on a préféré laisser nos compteurs là-bas. Le jour qu'on aura de l'eau,
Là, on va essayer de faire réabonnement. De l'eau de pluie, seul recours pour satisfaire les besoins des ménages. Encore, faut-il se lever tôt le matin pour espérer avoir un bidon? Il y a quoi à 7 heures, je dois me réveiller à 4 heures du matin comme ça pour aller chercher de l'eau. C'est très difficile. Matin, je suis obligée d'aller puiser 2 bidons pour faire la lessive et puis laver les assiettes et puis laver mon fils. Les populations installées en hauteur dans la ville ont changé leur mode de vie à cause de la sécheresse dans les robinets. Je voudrais vous dire qu'ici, tout le monde apprend à se laver au seau. Hein? Moi, il y a longtemps, je me suis lavé à la pompe. C'est une situation très délicate, très difficile. Selon les autorités administratives de la ville, plusieurs démarches auprès des gouvernants depuis 10 ans sont restées sans suite. Pour le sous-préfet de la circonscription d'Oumé, l'espoir reste permis. Il faut rappeler qu'ici, nous avons 7 forages, s'il vous plaît, dont 2 sont en panne. Il y a baisse du niveau de tous les forages. Donc la quantité d'eau produite est insuffisante pour ravitailler l'ensemble de la population d'Oumé, qui est une population grandissante. Ce qui est envisageable et souhaitable, c'est le raccordement du réseau d'eau de Oumé sur le fleuve Banama pour solutionner définitivement le problème d'eau à Oumé. L'eau, source de vie, ce slogan n'est qu'un simple mot pour les femmes d'Oumé en ce 8 mars 2013 où le monde entier célèbre leur journée internationale. Perte en vie humaine, toiture emportée, clôture effondrée, c'est le triste bilan de la tornade qui s'est abattue sur la ville de Boaké dans la nuit du mercredi 6 mars. Le constat de Ouattara Amadou Walter et de Charles Tatou. La pluie qui s'est abattue sur la ville de Boaké aux environs de 19 h a été précédée d'une grande tornade. Cette tornade a, au cours de son passage, décoiffé plusieurs écoles et habitations dans presque tous les quartiers de la ville. Parents d'élèves et chefs d'établissement sont désemparés. Ce sont des armées. Nous demandons à l'État de venir nous aider le plus rapidement possible pour pouvoir aider nos enfants à être des candidats de l'année 2013. On prend des alternatives qui ne vont pas avec la pédagogie normalement. Parce que les élèves les regrouper, ça va faire des classes surabondées de 100 qui ne sont pas très pratiques au maître. Juste après la pluie, nous n'avons plus d'électricité alors que nous sommes à la fin du trimestre. Nous devons être actuellement en train de saisir les moyennes. Nous sommes partis sûrement sur un retard dans les conseils de classe. Cette classe qui a perdu la toiture a environ 67 enfants. Et vraiment c'est difficile. Et comme nous sommes dans une situation difficile, je crois que si tout un chacun peut nous apporter un concours, cela nous ferait beaucoup plaisir. En plus des désagréments causés aux apprenants et aux enseignants, la tornade a emporté des baraques commerciales et des panneaux publicitaires qui ont du reste créé des désagréments à travers des eaux de ruissellement, facteur de plusieurs accidents sur certaines voies. C'est le lieu de rappeler que tous ces édifices scolaires dont les toitures ont volé en éclats datent de très longtemps. Le cas du lycée classique de Boaké, dont la première mise en service remonte à 1944, suivi de l'EPP RAN, créé en 1958. Il y a eu mort d'hommes au quartier Gonfreville, a-t-on appris. 15 à 45% de rétention sur les factures des fournisseurs lors des paiements par les agents du Trésor. C'est ce que reprochent les fournisseurs aux agents du Trésor et le syndicat national des agents du Trésor de Côte d'Ivoire était face à la presse pour répondre à ces accusations. Il démonte ces informations comme nous l'explique Patricia Omouetia. Le collectif des syndicats du Trésor public exprime son indignation suite aux propos diffamatoires du syndicat national des fournisseurs de l'État de Côte d'Ivoire, SYNAFESI. Quand on prête à la Côte d'Ivoire, c'est parce que le Trésor public inspire confiance qu'il peut rembourser. Comment certains de nos citoyens peuvent s'amuser à ce jeu-là et à salir l'image du Trésor public? Le collectif condamne et exige l'arrêt des campagnes de dénigrement du secrétaire général du SYNAFESI, Gré Faustin. M. Gré Faustin a affirmé au cours d'une conférence de presse que les agents du Trésor public opèrent des retenues de 15 à 40% sur les factures des fournisseurs lors des paiements. Suite à ces allégations infondées, M. Gré Faustin n'a juste là
puis fournir des preuves à l'Observatoire du Code d'éthique et de déontologie des agents du Trésor public, qui a bien voulu le recevoir à cet effet. Le Sénat Trésor rappelle aux comptables publics que leurs interlocuteurs sont les prestataires de services et non les syndicalistes. Le collectif des syndicats de Trésor public demande aux agents du Trésor et aux comptables publics de ne plus recevoir le sieur Gré Faustin et les membres de son bureau exécutif. Pour le Sénat Trésor, le prélèvement de 10% critiqué par le Sénat Fessi est fondé sur des textes et n'y sont assujettis que ceux qui payent l'impôt synthétique. Les personnes soumises au régime réel ou semi-réel sont précomptées automatiquement de toute taxe avant règlement des factures. Le collectif des syndicats du Trésor public va user de toute voie de droit en temps opportun. Le collectif réaffirme son soutien aux agents du Trésor public dont la dignité doit être restaurée. Fin de mission en Côte d'Ivoire pour la directrice du FAO, Marie-Noël Koyara. Elle a été élevée au grade de chevalier du mérite agricole par le ministre de l'Agriculture et c'était à l'occasion de la réunion bilan du ministère. Noël Niagno. Anne-Marie Koyara, au nom de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'ai l'honneur de vous élever au rang de chevalier dans l'ordre du mérite agricole de la République de Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion de la rencontre bilan du ministère de l'Agriculture. Parmi les nombreuses actions qui lui ont valu cette distinction, la redynamisation et l'appui à la sécurité alimentaire à travers le programme d'urgence. Elle a été aussi chef de file des partenaires techniques pour le PNIA, Programme national d'investissement agricole. Une agriculture qu'elle qualifie de porteuse d'espoir pour la Côte d'Ivoire dans sa vision 2020, devenir un pays émergent. Faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent grâce à l'agriculture, ce pays a les moyens et les ressources. 6e représentant résident de la FAO, Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Marie-Noël Koyara, est d'origine centrafricaine. Elle exerce cette fonction au sein de la FAO depuis 17 ans. Plus de 400 planteurs membres de la coopérative agricole Benyadi du village de Dougbo dans le département de Tabou ont reçu des primes de qualité. Ils ont produit du cacao de bonne qualité. Et c'est avec Abou Sanogo qu'on en parle. Ce sont au total 434 producteurs de cacao certifiés membres de la coopérative agricole Benkadi de Dougbo dans le département de Tabou qui ont reçu des primes qualité pour avoir produit du cacao de bonne qualité. La cérémonie de remise a eu lieu dans le village de Gbapé en présence des responsables de l'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER et des structures de certification. Le cacao produit par ces planteurs répond aux normes de la certification, c'est-à-dire qu'il a été bien fermenté et bien séché sur des clairs et bien conservé. Ce cacao a été produit en respectant les normes sociales et environnementales, c'est-à-dire en évitant le travail des enfants et en préservant la faune, la flore et en protégeant les ressources naturelles et la biodiversité. En plus du prix d'achat Borchamp qui a été respecté, une somme de 70 francs CFA par kilogramme a été ajoutée comme prime qualité, soit un total de 31 millions de francs CFA distribués par les agents certificateurs à la grande joie du président de la coopérative agricole Benkadi de Dougbo, Karim Diallo. La coopérative agricole Benkadi de Dougbo a été créée en mai 2006. Elle compte au total 531 membres qui exploitent une superficie totale de 2549 hectares de plantation pour une production annuelle d'environ 2000 tonnes de cacao. Et on va faire un tour à l'étranger. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, était au Mali jeudi et vendredi. Il s'est entretenu à Bamako avec les autorités de transition maliennes. Jean-Yves Le Drian avait débuté jeudi sa visite au Mali par le massif des Ifoga, près de la frontière avec l'Algérie, où se déroulent les combats les plus durs contre les djihadistes liés à Al-Qaïda. Sur place, il a salué le don de soi des soldats français. 4 d'entre eux ont été tués en 2 mois, dont 2 au cours de la semaine écoulée.
Nous avons fait une grande partie du travail. Il n'est pas complètement fini, a déclaré le ministre français avant de quitter le pays. Et puis au Kenya, selon les résultats provisoires de la commission électorale indépendante, Uhuru Kenyatta a été élu président du Kenya dans le premier tour par 50,7% des voix. Ces résultats sont contestés par le camp de son adversaire Raila Odinga. Le Premier ministre sortant, M. Odinga, qui a recueilli 43,28% des votants, ne reconnaîtra pas le résultat de cette élection. Il contestera les résultats devant la Cour suprême, a d'ores et déjà affirmé un de ses plus proches conseillers. Raila Odinga et Uhuru Kenyatta devraient s'exprimer directement aussitôt après l'annonce officielle de la commission électorale, une commission qui n'a pas encore confirmé ses résultats. Et c'est ici que s'arrête ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Marie-Laure Ingoron. Prenez soin de vous.